Cet après-midi, on remonte haut, très haut dans le temps, au Moyen-Âge, puisque je vous raconte une bataille, celle menée par un roi français, Philippe Auguste, qui n'avait qu'une obsession, chasser le colosse anglais. Et il a gagné, ou la véritable histoire de la bataille de Bouvines, un tournant dans l'histoire du royaume des Francs. Pourquoi cette bataille marque-t-elle une étape dans la construction du sentiment national ? Quelle est la valeur symbolique de cet événement ? Y a-t-il des constantes en histoire ? La scène que je m'en vais vous raconter s'est déroulée voici un peu plus de 8 siècles. Un jour d'été de 1214, le 27 juillet exactement. Nous n'avons pas de photo, mais un tableau a saisi l'instant à la fois champêtre et solennel. Un instant crucial, on le sent. Sous un gros chêne noueux, un jeune homme à l'expression sincère, exaltée, se tient main sur le cœur face à une assemblée de chevaliers en armes. De son autre main, il montre une couronne posée sur un autel. Maintenant, il prend la parole. « Seigneur, vous êtes tous mes hommes et je suis votre sire, et bien que tel, je suis comme vous. Et si vous croyez que la couronne devait, par l'un de vous, être mieux portée que par moi, je l'ôterai et la lui remettrai de bon cœur et de bonne volonté. » À ces mots, les barons se récrient aussitôt, unanimement et avec ardeur, « Sire, pour Dieu, merci, nous ne voulons d'autres rois que vous, nous voulons chevaucher hardiment contre vos ennemis et sommes disposés à mourir avec vous. » Sur le tableau, on les voit incliner leurs armes en signe de soumission, tandis qu'à l'arrière-plan, on aperçoit les lances dressées du peuple en armes. Sur le côté, 2 évêques à cheval observent la scène avec satisfaction. Tout est en place pour le jugement de Dieu, la grande bataille qui s'annonce entre Philippe Auguste, le roi des Francs, qui vient de voir confirmer sa légitimité, et la foule des ennemis du royaume coalisés contre lui, des Anglais, des Germains et plusieurs de ses vassaux, traîtres à leur suzerain. Les armes, avec l'aide de Dieu, vont tout à l'heure trancher toutes les querelles et décider de l'avenir du pays. La scène se déroule près du village de Bouvines, près de Lille, dans le nord de la France. Le tableau, signé Horace Vernet, est exposé depuis 1837 dans la galerie des batailles du château de Versailles, où sont immortalisés les grands combats qui ont fait l'histoire de France. Bouvines, c'est le symbole d'une nation en train de se construire, sous l'impulsion des rois capétiens. D'un territoire morcelé au peuplement hétérogène, va naître pas à pas un grand royaume, fort d'une histoire longue et glorieuse. Voilà, ça c'est le message de Bouvines. Le message officiel. Car le tableau de Vernet, commandité par le roi Charles X, tient en réalité largement de la propagande à une époque où la royauté, en pleine restauration, a bien besoin de justifier son existence. Mais dans les faits, que s'est-il vraiment passé à Bouvines ? Qu'est-ce qui s'est joué ce jour de juillet 1214 ? Quittons maintenant la fiction idéalisée du tableau et je vous emmène dans la France du XIIIe siècle. À l'aube du 27 juillet 1214, alors qu'il mène ses troupes à travers le comté de Flandre, Philippe Auguste n'a pas prévu de livrer une bataille historique ce jour-là. D'abord, le roi des Francs sait que la coalition de ses ennemis possède des troupes très certainement supérieures en nombre et qu'un affrontement général serait hasardeux. La guerre à cette époque est plus souvent faite d'escarmouches qui se concluent par des traités ou des retraites plutôt que par des batailles décisives. Ensuite, c'est aujourd'hui dimanche et dimanche c'est le jour dédié au Seigneur. On ne se bat pas le dimanche. Le pape a imposé la trêve de Dieu et Philippe Auguste respecte cela. N'est-il pas le fils très chrétien de l'Église ? Le roi et ses prédécesseurs capétiens tirent leur pouvoir de l'élection du comte de Paris, Hugues Capet, par ses pairs en 987. Mais ils se font aussi sacrer au nom de Dieu, à Reims si possible, dans la lignée des 2 dynasties qui les ont précédés, Clovis et les Mérovingiens, puis Charlemagne et les Carolingiens. Leur couronne est le fruit d'un pacte avec l'Église. Ce matin-là, Philippe Auguste fait alors route vers la place de Lille, où il compte faire un repli stratégique. Il pense peut-être à la guerre, mais plus sûrement à son prochain coup sur l'échiquier, qu'est alors la France, et à tous les stratagèmes dont il a l'habitude d'user pour accroître son pouvoir. Il faut dire que côté combine politique, le roi n'est pas un novice. Si le tableau d'Horace Vernet accroché à Versailles le dépeint juvénile, le matin de Bouvines, il a en réalité 49 ans, en 1214, et surtout il est roi depuis 34 ans. Depuis qu'il est monté sur le trône, âgé seulement de 15 ans, sa grande affaire, son unique obsession, a été d'augmenter le petit domaine royal dont il a hérité.
Pour décrire les premiers Capétiens, l'historien Achille Luchaire évoquait au début du XXe siècle, je le cite, un mélange singulier de misère et de grandeur, le contraste de l'impuissance réelle avec l'éclat du titre et du prestige de la fonction. Tout est dit, ou presque. Les Capétiens tiennent leur couronne de leur élection par les ducs et les comtes, mais cette royauté est essentiellement théorique. Chacun dans son fief possède ses armées et fait sa loi. Le roi peut leur demander fidélité, aide et conseil. Il reçoit leur hommage, possède un droit de regard sur leur succession, mais il n'a pas les moyens d'imposer sa volonté. Son domaine, là où il est vraiment le souverain, c'est quoi ? C'est un petit rectangle autour de Paris qui va de Sens à Orléans et de Mantes à Senlis, un peu plus que l'Île-de-France actuelle, à laquelle on ajoute le comté de Bourges, le Gâtinais et le Vexin français. Autant dire que les petites possessions capétiennes ne pèsent pas lourd face aux grandes maisons qui sont pourtant sur le papier ses vassaux, Champagne, Alsace, Bourgogne, sans parler de la plus puissante d'entre toutes, la dynastie des Plantagenets qui possède l'immense Aquitaine, l'Anjou, le Maine, la Touraine, la Normandie et aussi la suzeraineté sur la Bretagne et l'Auvergne, au bas mot, plus de la moitié de la France. Et depuis 1154, cerise sur le gâteau, les Plantagenets ont également coiffé la couronne d'Angleterre. D'abord Henri II, le fondateur de la dynastie, puis ses fils Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Que ceux-ci doivent théoriquement rendre hommage aux Capétiens alors qu'ils dominent un territoire 10 fois plus étendu semble relever de l'aberration. Mais pas pour Philippe Auguste. Comme ses prédécesseurs, le roi des Francs prend au mot le mandat qui a été concédé à Hugues Capet. De la fiction d'une souveraineté, il entend bien faire une réalité. Et tous les moyens sont bons. Coup de force, alliance, manipulation, corruption et mariage, forcément. Dès la première année de son règne, Philippe Auguste épouse ainsi Isabelle de Hainaut, dont la dot lui apporte les terres d'Artois et l'hommage de plusieurs comtés de Flandre. Le Capétien pousse ainsi vers le nord. Mais c'est contre les puissants Plantagenets que le gros de ses efforts va porter. Jouant sur les divisions entre Henri II et ses fils, s'alliant avec l'un, soutenant la rébellion d'un autre, il entretient la zizanie et profite de chaque moment de faiblesse. On le verra assiégeant Le Mans aux côtés de Richard Cœur de Lion contre son père Henri II, puis soutenir les prétentions au trône de Jean Santerre contre ce même Richard Cœur de Lion, et ça marche. Prenant prétexte à partir de 1202 d'un conflit qui oppose Jean Santerre, arrivé au pouvoir, à l'un de ses propres vassaux, Philippe Auguste parvient à s'emparer de la Normandie, puis du Maine, de l'Anjou et le prive même de son influence en Bretagne. Voici Jean Santerre bouté outre-Manche. Philippe Auguste a frappé là un gros coup. Trop gros peut-être. Dans la partie de go entre dominants que constitue le système féodal, le petit roi devenu grand commence à faire peur. Jean Santerre, qui n'a pas dit son dernier mot, parvient à rallier plusieurs vassaux de Philippe Auguste ainsi que l'empereur germanique Othon IV, qui n'est autre que son neveu. Et c'est ainsi qu'en 1214, le roi des Francs se retrouve en bien mauvaise posture, pris en étau par une coalition redoutable. Au sud, le roi Plantagenet est revenu. Il a débarqué à La Rochelle, tandis qu'au nord, c'est l'empereur germanique Othon IV qui fait route avec ses seigneurs et plusieurs barons français mécontents. Cette fois, il y a péril en la demeure. Ce jour de juillet 1214, le roi des Francs ne le sait pas encore, mais il va jouer sa vie. Selon le chroniqueur Guillaume le Breton, notre principale source sur les événements, le roi, alors qu'il a été informé que l'armée ennemie le suit de près, renonce une première fois à livrer bataille, ne voulant pas combattre un dimanche. Mais à midi, alors que le gros de ses troupes franchit le pont de Bouvines sur la Marque et qu'il a ôté son armure pour déjeuner sous un frêne, un messager se présente. Ah oui, un frêne. Rappelez-vous, Horace Vernet, lui, dans son tableau, avait peint un chêne. C'est qu'un chêne, ça fait plus chic, c'est plus majestueux. Et surtout, c'est l'arbre de Saint-Louis, le glorieux petit-fils de Philippe Auguste. C'est mieux pour le symbole, non ? Mais revenons à Bouvines. Le messager annonce au roi que l'ennemi, ne respectant aucune trêve, a attaqué son arrière-garde. Philippe Auguste s'isole un moment dans l'église du village et prend sa décision. Il adresse à Dieu une prière. « Seigneur, je ne suis qu'un homme, mais roi de France est cet homme. Chevauché devant, je suivrai et partout après vous j'irai. » Puis à l'extérieur, il harangue ses troupes. « Allons en toute hâte porter secours à nos compagnons.
Dieu ne s'irritera pas si nous prenons les armes en ce jour sacré contre ceux qui viennent nous attaquer. Se défendre, interprète-t-il, n'est pas violer la trêve de Dieu, mais c'est au contraire combattre en son nom. Toute l'armée capétienne se met aussitôt en ordre de bataille. On va régler les comptes ici et maintenant. L'évaluation des effectifs en présence varie, mais pour Gaël Nofri, notre invité cet après-midi, qui vient de signer un nouveau récit sur la bataille, Philippe Auguste dispose d'environ 7000 hommes, dont 1000 chevaliers, quand la coalition menée par Othon IV en rassemble 10 000, dont 1800 chevaliers. La partie est déséquilibrée, mais ça aurait dû être bien pire, car si des Anglais combattent aux côtés d'Othon, l'armée de Jean sans Terre, qui, souvenez-vous, avait débarqué à La Rochelle, ne sera pas au rendez-vous. Trahi au dernier moment par la noblesse poitevine, le roi anglais qui montait vers le nord a été mis en déroute le 2 juillet alors qu'il assiégeait la place forte de La Roche-aux-Moines sur la Loire. C'est le prince Louis, le fils de Philippe Auguste, déjà associé au trône, comme c'était de tradition chez les premiers Capétiens, le prince Louis donc, qui l'a fait se débander avec une pourtant modeste armée de 2000 hommes. Précisons que Jean sans Terre sera d'un bout à l'autre de sa carrière un piètre stratège, doublé d'un monarque cruel. Il naquit, il est vrai, sous des auspices ambigus. On l'a surnommé Jean sans Terre parce que son père Henri II ne l'avait tout simplement pas prévu dans le partage de ses possessions, lui le dernier de ses 5 fils. En tout cas, son absence à Bouvines fait bien l'affaire du Capétien. Les deux armées sont maintenant face à face. Côté capétien, les chevaliers de Bourgogne, de Champagne et de Picardie occupent l'aile droite, défiant les forces venues de Flandre et du Hainaut menées par le comte Ferrand. La présence de ce dernier dans le camp de l'empereur Othon IV illustre bien l'imbroglio des relations entre puissants. Ferrand n'est pas du tout d'origine flamande, il est le fils cadet du roi de Portugal. Et c'est Philippe Auguste lui-même qui lui a fait épouser l'héritière du comté afin de disposer d'un allié. Sauf que Ferrand, pour gouverner les Flamands, a dû tenir compte de leur soif d'indépendance et des liens qui les unissent avec l'Angleterre, un partenaire commercial essentiel. Détail supplémentaire, si Ferrand est le vassal du roi de France pour une partie de ses terres, il est également celui de l'empereur germanique pour une autre part. C'est compliqué le jeu des alliances, oui, je vous l'accorde. Mais attendez de voir qui le clan capétien trouve face à lui sur l'aile gauche. Renaud de Damartin, un chevalier qui vient d'Île-de-France et qui fut un très proche de Philippe Auguste. Soutenu par ce dernier, Renaud n'avait pas hésité à enlever l'héritière du comté de Boulogne pour l'épouser et revenir ensuite s'imposer comme le nouveau comte. Depuis lors, ses fidélités n'ont cessé de varier, jusqu'à se rallier finalement à Jean sans Terre et devenir l'un des principaux artisans de la coalition contre le roi des Francs. Bref, le traître parfait. Le représentant du parti de l'étranger, pouvait-on dire déjà. Enfin, au centre du champ de bataille, Philippe Auguste fait face à l'empereur Othon IV, son adversaire le plus haut en lignée. Tadam ! Ça y est, tout est en place, la partie peut enfin commencer. Nous sommes donc en 1214 et l'avenir du royaume de France se joue à Bouvines sous le soleil écrasant d'un après-midi de juillet. Gardons à l'esprit que le récit de l'action, tel que nous le connaissons, vient pour l'essentiel du chroniqueur Guillaume le Breton, qui assista bien à l'événement, mais qui était surtout un proche compagnon du roi Philippe Auguste. L'issue de la bataille, en revanche, ne fait-elle aucun doute. L'engagement débute sur l'aile droite. C'est une troupe de sergents à cheval venus de Soissons qui se lance contre le chevalier flamand, bientôt suivi par la fine fleur de la noblesse française, les seigneurs de Melun, Beaumont, Montmorency, Saint-Paul, le duc de Bourgogne. Au cœur du tumulte, un cri soudain se fait entendre, venu des rangs coalisés. À mort les Français ! L'invective révolte et soude le camp capétien qui redouble d'ardeur. Cette anecdote est-elle avérée ? Plus tard, elle pourra en tout cas nourrir le roman national. Mais repartons sur le champ de bataille. Au centre où l'étendard de Philippe Auguste fait face à l'emblème de l'empereur germanique Othon IV, une aigle surplombant un dragon, l'affrontement prend un tour dramatique. Tandis que les chevaliers des deux camps croisent le fer, un groupe d'hommes à pied de l'empereur les contourne et entoure Philippe Auguste. Puis avec des crochets et des lances minces, ils parviennent à le mettre à terre. Oui, le roi a été mis à terre et on cherche à le tuer. La stratégie est inédite, presque inconcevable. Pour Guillaume le Breton, elle a été soigneusement planifiée. L'armure du souverain le sauve un temps, puis
c'est un petit groupe de chevaliers français qui se précipite à son secours. L'un d'eux, Pierre Tristan, héroïque, descend de son cheval pour se jeter au-devant des coups. Les piétons ennemis sont dispersés et le roi, se relevant, saute à nouveau sur son cheval avec une étonnante légèreté, précise la chronique. On se bat maintenant depuis 3 heures. Sur l'aile droite, le comte Ferrand, qui commande les Flamands, se trouve en difficulté. Blessé, exténué, il se résout. Il lui faut se rendre. Le voici capturé. Précisons que dans la guerre médiévale, on cherche davantage à faire prisonnier qu'à tuer. Le noble choisit son adversaire et s'il le capture, le traite avec respect. On demande rançon, mais on en profite pour faire sa connaissance. Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. Il s'agit d'éviter de s'exposer à une rancune tenace, voire à des demandes judiciaires. Quoi qu'il en soit, le comte Ferrand prisonnier, on dira plus tard pour faire un bon mot, Ferrand-Ferré, provoque la fuite de nombreux Flamands. C'est là le tournant de la bataille. Un duc fait déjà défection du côté germanique. Il faut dire qu'Henri de Brabant est le beau-père d'Othon IV, mais également le gendre de Philippe Auguste. Il avait donc longtemps hésité à choisir son camp. Sentant le vent tourner, il quitte le champ de bataille. Dans l'ost médiéval qui rassemble différents alliés, les ducs, les comtes et les porteurs de bannières conservent une autonomie de commandement. On se coordonne bien sûr, mais rien à voir avec la stricte discipline des armées modernes. Maintenant, à Bouvines, c'est la chevalerie française qui lance l'assaut vers l'empereur. L'armée des coalisés recule. Dans la confusion, un Français s'empare un instant de la bride du cheval d'Othon IV, avant qu'on ne tue sous lui sa propre monture. L'empereur se dégage, puis s'enfuit, à bride abattue, disparaissant bientôt dans la plaine. On ne le reverra plus. Dans le camp germanique, Renaud de Damartin se bat encore avec l'énergie du désespoir. Un traître, certes, mais plein de panache. Il faut que son cheval s'abatte sur lui, coinçant sa jambe droite pour qu'enfin il se rende. C'en est fini. La bataille a duré 6 heures, montre en main, même si je crois bien qu'il n'en portait pas de montre. La victoire de Philippe Auguste est complète. C'est un triomphe sur tous les tableaux et sur celui d'Horace Vernet aussi d'ailleurs. À Bouvines, Philippe Auguste a fait 127 prisonniers, dont 25 barons et 5 comtes. Les rançons viendront enrichir le trésor royal. Parmi eux, on compte 2 belles prises. Les comtes Ferrand et Renaud de Damartin qui serviront longtemps de moyen de pression pour mener de fructueuses négociations. Renaud de Damartin, lui, ne recouvrera jamais la liberté. Il se suicide en 1227 après plus de 12 années de captivité. Autre bénéfice de cette journée, la fuite d'Othon qui mène à sa propre chute. Philippe Auguste a fait parvenir l'emblème impérial à son rival, Frédéric de Hohenstaufen, qui s'empare de la couronne. Dans le siècle à venir, l'affaiblissement de l'Empire permettra aux Capétiens d'étendre leur suzeraineté sur des territoires jusqu'alors sous influence impériale. La Provence, Lyon, le Vivarais, puis le Dauphiné et un jour la Bourgogne. Le royaume de France pousse vers l'Est. Mais la conséquence essentielle de Bouvines, c'est la défaite de Jean Santerre qui, en septembre 1214, doit concéder le traité de Chinon dans lequel il renonce à ses prétentions sur toutes les anciennes possessions plantagenées sur le continent. Ne lui reste plus de la dot de sa mère, Aliénor d'Aquitaine, que le sud de la province, la Guyenne. Jean Santerre n'est plus que roi d'Angleterre, et encore plus pour très longtemps. Philippe Auguste, qui rentre triomphalement à Paris, met d'emblée en scène sa victoire. Bouvines, c'est le jour où il faillit être tué, mais où il triompha grâce à l'aide de Dieu. La légende est en marche. Grâce à sa victoire à Bouvines, Philippe Auguste agrandit nettement le domaine royal et renforce sa suzeraineté dans de nombreuses provinces françaises. Son règne, entre 1180 et 1223, est une étape majeure dans la construction de la France telle que nous la connaissons. Mais c'est un territoire qu'il construit, pas un peuple qu'il mène à l'indépendance. Dans divers documents, Philippe Auguste commence d'ailleurs à se désigner comme le roi de France et non plus comme le roi des Francs. Il participe à la réunion de peuples divers, empreints de cultures différentes, parlant différentes langues. Et les combats qu'il mène tiennent davantage de la lutte entre une poignée de grandes familles dominantes aux alliances enchevêtrées que de l'affrontement contre des agresseurs extérieurs. Bouvines, pour autant, sera pendant des siècles réécrite et réinterprétée pour nourrir le roman national. Au fil des époques, la bataille se chargera de significations nouvelles. On fera d'elle la victoire du roi contre la féodalité,
celle des communes contre la chevalerie. Pour l'une des premières fois, en effet, les hommes du peuple jouaient un rôle déterminant dans la guerre, mais on pointera également, à l'époque moderne, l'un des premiers affrontements de la nation française contre ses ennemis héréditaires, l'Angleterre et l'Allemagne. Dans la réalité, il faut pourtant bien se souvenir que les rois plantagenets étaient des seigneurs 100% français avant de régner sur l'Angleterre. Quant aux Germains, menés par un empereur au pouvoir incertain arrivé là par un jeu d'alliance, ils n'étaient ni les plus nombreux ni les plus déterminés sur le champ de bataille. En 1870 et 1914, on invoquera pourtant largement le souvenir de Bouvines au moment d'affronter les féroces Teutons. Même l'alliance avec Dieu, affirmée par le Capétien, est à relativiser. Quelques années avant Bouvines, c'est le royaume de France que le pape avait frappé d'interdit. Non, Bouvines, décidément, ne peut pas se réduire aux légendes qui l'accompagnent depuis 8 siècles. Mais quand même, cette franche victoire du roi de France a bien d'autres histoires éloquentes à raconter et elle représente en vérité une étape majeure dans la constitution de notre pays. Bouvines, oui, ce fut un sacré dimanche. Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. Gaël Nofri, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. En quoi la bataille de Bouvines est-elle une étape essentielle dans la construction du sentiment national ? Eh bien, c'est vraiment l'instant où le roi des Francs, l'héritier des comtes de Paris, devient véritablement le roi de France. Parce que, effectivement, cette bataille symbolise à la fois le renforcement du pouvoir royal, l'unité de ce pouvoir, et en même temps, les différentes confrontations que le sentiment national, que l'âme nationale aura à traverser au cours de l'histoire, que ce soit l'ennemi germanique, que ce soit l'anglais, que ce soit la tentation impériale, ou que ce soit l'ennemi intérieur et le ferment de la division. Donc il y a véritablement là, en gestation, non pas la France moderne, mais les fondements de la France moderne. Gaël Nofri, vous publiez donc Bouvines, l'invention de la souveraineté aux éditions Passé Composé. Dans l'introduction, vous écrivez que la France est la plus improbable des grandes nations de notre continent. Pour quelle raison ? Expliquez-nous. Elle n'est pas une réalité géographique évidente. Elle n'est pas une réalité non plus, une homogénéité de peuplement, pourrait-on dire. Et en même temps, elle est sans doute la première à s'être imposée. Peut-être d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas cette réalité géographique évidente, elle est le fait d'une volonté, d'une action dans l'histoire et sur l'histoire. C'est l'action, d'abord et avant tout, des Capétiens. Et à ce titre-là, Bouvines joue un rôle essentiel. C'est la volonté de faire perdurer, ou de faire émerger plus exactement, une souveraineté sur ce territoire, et de constituer ce qu'on appellera plus tard le précaré capétien, sur ce qui est sous Philippe Auguste encore le royaume de France, et qui s'élargira plus tard avec Philippe le Bel, mais dans cette idée de précaré capétien, en tout cas, qui va donner corps et vie à la France. Philippe Auguste est, selon vous, l'artisan de la souveraineté. Quelle définition en donnez-vous et quels aspects de la politique menée par ce roi capétien s'apparentent à cette doctrine qui est moderne, selon vous ? Oui, bien sûr. Il ne faut pas non plus anticiper Jean Baudin 3 siècles auparavant, mais il y a chez Philippe Auguste véritablement cette volonté d'asseoir la souveraineté. Le roi de France est certes loin du Seigneur, dans le sacre de Reims qui commémore le baptême de Clovis quelque part, mais en même temps, l'idée que la souveraineté est un fait réel qui doit s'appliquer au territoire est une idée totalement moderne pour l'époque. Et Philippe Auguste va n'avoir de cesse d'abord de se servir de l'ensemble des outils que le monde féodal et le droit féodal mettent à sa disposition pour asseoir son pouvoir et à la fois s'inscrire et s'extraire de la pyramide féodale. Il n'appartient pas à la pyramide féodale, mais il se sert de l'ensemble des outils de la pyramide féodale. Les rois de France s'extraient parce qu'ils sont au-dessus de la pyramide féodale, mais en même temps, ils vont asseoir ils sont à la fois les premiers, mais aussi d'une autre nature
que les autres seigneurs, et ça va se traduire à la fois par l'extension du domaine royal, qui est la source première de la souveraineté, mais aussi par le renforcement de Paris comme capitale, mais aussi par la volonté d'avoir des ordonnances qui acquièrent progressivement un caractère de loi, avec notamment l'ordonnance testament qu'il fait avant de partir en croisade. Partout, Philippe Auguste fait triompher cette vision d'une royauté qui n'est pas seulement un apparat, mais qui est un poids réel, immédiat, dans l'organisation du pouvoir. Le roi règne, mais gouverne aussi. Le 27 juillet 1214, Philippe Auguste et ses troupes remportent donc la bataille de Bouvines. À partir de quand considère-t-on cette date comme un moment fondateur de la France ? Comment la bataille de Bouvines va-t-elle être instrumentalisée et insérée dans le roman national ? Très rapidement, parce que Philippe Auguste lui-même et ses successeurs et son fils Louis VIII vont faire de la bataille de Bouvines un moment central du règne de Philippe Auguste. Donc très rapidement, cela rentre dans, je dirais, l'historiographie capétienne. Sous Louis XIV, par exemple, Mézeray, dans son Histoire de France, à Louis XIV, parlera de Bouvines comme un moment fondateur. Et évidemment, cela va se développer au XIXe siècle pour plein de raisons. D'abord parce que Charles X, effectivement, va l'utiliser pour montrer à la fois le rôle protecteur du roi de France, mais aussi le rôle du roi de France choisi et adoubé et soutenu, en tout cas pas adoubé, mais choisi par la noblesse française, soutenu par le peuple et triomphant avec l'aide de Dieu. On est dans cette vision d'une monarchie là, et ce sera réutilisé ensuite, puisque c'est le roi de France soutenu par les communes, même si on peut discuter du rôle éminemment, mais effectivement les communes sont présentes à la bataille de Bouvines, et donc le roi de France soutenu par les communes, ça s'inscrit à la fois dans la monarchie de Juillet, dans la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe, et puis même avec la République, Bouvines, la Troisième République et son, je dirais, son rapport au monde germanique et issu de la défaite de 1870 vont faire que, effectivement, Bouvines reste central. En 1914, il va y avoir de grandes célébrations juste avant la Première Guerre mondiale de la bataille de Bouvines, et même dans l'entre-deux-guerres, Jacques Bainville parlera même du début du sentiment national, mais on sait que Jacques Bainville est un peu à un rapport particulier avec le monde germanique, qu'il connaît bien, mais il en fera vraiment le point de départ, et Paul Bourget parlera de la bataille de la Marne comme la bataille de Bouvines 700 ans après. Je fais une incise parce que c'est intéressant, mais comment vous expliquez qu'en 2014, le monde politique, l'exécutif, a fait le strict minimum? C'est-à-dire que autant en 1914 on a célébré Bouvines, autant on s'est bien gardé de le faire en 2014. Je pense que ça en dit long de notre rapport à l'histoire. Je pense que, d'abord, on a un rapport à l'histoire antérieur, je dirais, à la Révolution qui est compliqué dans ce pays, incontestablement. Et puis, je pense que on a aussi l'idée que tout ce qui est en rapport avec les guerres, tout ce qui est en rapport avec les batailles, est chose du passé enterrée. Ce qui, malheureusement, est faux. On voit bien qu'il y a des constantes et que l'histoire est un éternel recommencement. Gaël Nofri, le 27 juillet 1214, c'est donc la bataille de Bouvines. On a parlé de comment on l'a inséré dans le roman national, mais les témoins de l'époque, ceux qui y participaient, est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se joue ? Est-ce que les sources nous renseignent sur cette question ? Alors, les sources, c'est essentiellement, effectivement, Guillaume Le Breton, qui, lui, l'ayant vécu et vivant à cette époque, en a, en tout cas, une conscience très aiguë. De même que si l'on en croit la chronique, mais étant une chronique rédigée, je dirais... postérieurement, mais quand même dans la foulée, elle ne peut pas être très éloignée. Elle décrit, notamment à Paris, des mouvements de liesse. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que pour l'époque, elle va avoir revêtir un aspect important parce que elle va avoir des effets particulièrement longs.
Ça, effectivement, au moment de la bataille, on ne peut pas le pressentir. Mais l'organisation telle qu'elle était faite de cette bataille, la coordination entre les troupes anglaises d'un côté et les troupes placées sous le commandement d'Othon IV de Brunswick, l'empereur germanique au nord, fait que on a quand même conscience à ce moment-là d'une bataille importante, destinée à diviser notamment les troupes françaises et à une invasion coordonnée. Après, on ne peut pas avoir... il est probable que ceux qui se sont battus ce jour-là n'avaient pas conscience de l'impact qu'elle aurait durablement dans la construction. Il y a une chose, cependant, Gaël Neufry, c'est que si on se replace dans le contexte de l'époque, en juillet 1214, les hommes ne peuvent pas se battre pour la France, puisqu'elle n'existe pas vraiment. Ils se battent surtout, à commencer par les barons fidèles, pour le roi des Francs. C'est les règles féodales, je veux dire. C'est vrai, les règles féodales s'appliquent, mais là aussi, les règles féodales s'appliquent, mais on le voit, certains vassaux ont trahi leurs engagements, d'autres ne l'ont pas fait. Effectivement, on ne se bat pas pour la France. Avec quand même quelques bémols, c'est que d'abord, dans le discours de Guillaume le Breton, effectivement, il y a cette invective à mort les Français. Bon, réelle ou pas, elle est sans doute réelle pour avoir été insérée là, elle dit quand même quelque chose. C'est que d'ores et déjà, les Français sont peut-être alors vécus comme les vassaux du roi de France, mais elle est vécue quand même comme une réalité, comme une identification. Philippe Auguste a commencé à se faire appeler dans certains actes roi de France et plus roi des Francs. Il y a quelque chose véritablement en construction qui est propre à la France. Et sans doute au règne de Philippe Auguste, qui avait été commencé sous les Capétiens avant lui, mais qui est propre au règne de Philippe Auguste, c'est la fixité nationale, le sentiment de fixité nationale qui travaille la France à une époque où elle ne concerne pas du tout le monde germanique et sans doute n'embarrasse pas les Plantagenets qui effectivement sont une dynastie d'extraction française mais qui s'est réalisée à l'étranger, qui sont désormais vécus comme étrangers. Et d'ailleurs, ça aura des suites pour la suite, puisque pendant la guerre de 100 ans, ce sera en réalité la raison principale qui amènera la France à sortir les rois d'Angleterre de la succession, pour ne pas qu'un étranger, fût-il d'extraction française, règne sur le royaume de France. Si on parle du récit de la bataille de Bouvines tel qu'il nous est parvenu, on a parlé ensemble de Guillaume le Breton qui était témoin de l'événement. En tant qu'historien, comment on doit traiter son récit? Tout est exact ou il a enjolivé? Et puis, autre question, est-ce que on a des récits de la bataille par d'autres voix que la voix française, si je puis dire? Alors, effectivement, Guillaume le Breton est un clerc, il est chapelain du roi de France, et donc il va réaliser 2 documents, les Philippiques, et plus tard, il poursuivra la vie de Philippe Auguste qu'avait entamé Rigord avant lui. Et évidemment, c'est hagiographique. Donc, il faut prendre effectivement de la distance avec ce texte. Pour autant, étant témoin direct et écrivant dans la foulée, on sait qu'il va réécrire certains aspects de ses œuvres, notamment sur le mariage de Philippe Auguste et les déboires conjugaux qu'il va pouvoir avoir et mener à un interdit sur le royaume. Mais sur les grands axes, il est évident que c'est une source principale, majeure, et qu'elle reste digne d'intérêt et de foi, non seulement sur ce qui s'est passé, mais aussi sur ce qui pouvait être admis par les gens de l'époque. On parlait tout à l'heure de quelle est la part de sentiment national, quelle est la part... Bon, ce qu'il écrit, il l'écrit pour des gens qui vivent à son époque. Donc ce qu'il écrit, en tout cas, est entendable par les gens de son époque. Après,
il y a d'autres sources, soit contemporaines, soit un peu décalées. Il y a pas mal de lettres aussi. On a notamment des lettres de Jean Santerre de cette époque. On n'a pas de source majeure de l'autre côté. Côté germanique, rien du tout. Non, côté germanique, non. On en a quelques-unes du côté anglais, avec la chronique de Mathieu Paris, qui est un bénédictin anglais qui, lui, a vécu cette époque et qui a chroniqué, mais pas véritablement la bataille. Il n'y a pas assisté, mais on a des récits qui se recoupent. Un mot sur l'évolution des frontières du domaine royal sous le règne de Philippe Auguste. On a parlé de l'évolution, évidemment. Donc, le domaine royal s'agrandit. On approche pratiquement des frontières de la France actuelle. Alors, il y a un paradoxe sous Philippe Auguste, c'est que le royaume de France ne grandit pas. Le royaume de France, dans sa définition, royaume de France, va rester stable à peu près entre l'an 1000, puisque c'est juste avant l'an 1000 que la Bretagne reconnaît définitivement la suzeraineté française, donc qui est intégrée au royaume de France, et que le comté de Barcelone s'en détache, et Philippe le Bel. En revanche, sous Philippe Auguste, deux choses se passent. L'un, sur le domaine royal, effectivement, le domaine royal va être décuplé. C'est la Normandie, c'est le comté d'Auvergne, c'est l'Anjou, le Maine, la Touraine, le Saintonge, c'est le Vexin normand, l'Artois, l'Amiénois et le Vendômois, notamment. Et puis, il prépare surtout des actions futures. C'est-à-dire que c'est notamment grâce à son travail, ou en tout cas à son jeu politique dans le sud-ouest, avec la croisade contre les Cathares, que Philippe Auguste va préparer notamment l'incorporation par son fils de toute cette partie. L'œuvre de Philippe Auguste va permettre aussi, après lui, d'étendre le royaume, là cette fois, parce que l'affaiblissement de l'Empire après l'échec d'Othon IV, qui va permettre l'arrivée de Frédéric II, qui sera un empereur beaucoup plus tourné vers les questions italiennes, méditerranéennes, au point de revêtir fictivement la couronne de Jérusalem, et le grand interrègne qui va suivre va permettre à la France de marquer des points, je dirais, sur cette France médiane, ces limites est de la France, et préparer l'intégration à terme des comtés de Provence, des comtés de Bourgogne, plus tardive d'ailleurs, et surtout du Lyonnais et du Dauphinois. Gaël Nofré, vous écrivez que ceux qui considèrent que la bataille de Bouvines est l'instant d'un passé révolu se trompent. Cet événement illustre pour vous certaines constantes de notre histoire nationale, lesquelles ? D'abord la volonté. Le travail des Capétiens et de Philippe Auguste est un travail de volonté, de durée, dans le temps. Ensuite, le fait que les conflits ne cessent jamais, et malheureusement l'actualité le prouve. Il y a toujours des adversaires. Peut-être sont-ils moins visibles, mais une nation a toujours des adversaires, il y a toujours des guerres, et même si certains avaient voulu croire à la fin des conflits, on voit bien que tel n'est pas le cas. Il y a toujours des velléités impériales ou de domination au-delà des nations, et il y a toujours un parti de l'étranger ou les ferments d'une division intérieure. Donc, finalement, toutes ces vieilles choses sont très neuves. Et c'est une phrase, je crois, du Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et ça se prouve chaque jour. Mais merci beaucoup, Gaël Nofré, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la bataille de Bouvines, un tournant dans l'histoire du royaume des Francs. Je rappelle que votre livre « Bouvines, l'invention de la souveraineté » vient de paraître aux éditions Passé Composé. Europe 1, 15h-16h, Historiquement Vôtre.